Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur votre chaîne BC Télévision, place au sommaire. Après un débat tendu entre certains députés de deux provinces sous état de siège à l'est de la République démocratique du Congo à la plénière de ce jeudi, plusieurs députés nationaux ont voté pour la prorogation de l'état de siège. Le calme est revenu à Bamako après une attaque meurtrière d'Al-Qaïda qui a visé l'école des gendarmeries et une base de l'armée de l'air malienne. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, les Léopards occupent désormais la 58e place mondiale au classement général de la FIFA, mise à jour ce jeudi par l'instance mondiale du football. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal si vous nous rejoignez. Débutons ce journal à la présidence de la République où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé tour à tour une audience à l'inspecteur général de l'IGF, Gilles Alinguete, et au directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal. C'était le mercredi 18 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Plus de détails avec Ginette Fika. Tout d'abord, l'inspecteur chef de service de l'inspection générale de finances UGF, Jules Alinguete, a été reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la Cité de l'Union africaine, l'homme de l'IGF a présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les rapports des activités de sa structure dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Tout juste après, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Cachal, a également été reçu par le chef de l'État. Le DG de l'ARCP, Miguel Cachal, a rassuré que les ressources issues de la sous-traitance peuvent désormais être retracées et contribuer au budget national. Il a cependant promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance un moteur de développement pour la République démocratique du Congo. J'ai annoncé au sommaire de ce journal la plénière de ce jeudi 19 septembre 2024, dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, était consacrée au vote pour la prorogation de l'état de siège. 331 sur 338 députés ont voté pour la prorogation de l'état de siège décrété depuis près de 3 ans dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est après un débat tendu que cette prorogation est finalement intervenue, car pendant que certains estiment que cette mesure démontre son inefficacité et qu'il fallait tout simplement la lever, décision que les défenseurs de cette mesure jugent à leur tour illogique. Suivez. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa, nous prendre un sandwich, nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Il y a eu plusieurs assises où il a été demandé qu'on lève l'état de siège. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'état de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts.
Restons toujours dans ce chapitre de la sécurité. Souciant de l'Air Provence, un caucus des députés du Nord Kivu a échangé dans la journée d'hier à Kinshasa, la capitale, avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, au sujet de la situation sécuritaire liée au M23 et aux ADF dans cette province. Suivez. Les représentants de populations souffrantes dans l'est de la RDC ont lancé un appel vibrant au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Ces élus du Nord Kivu plaident pour l'intensification des actions militaires sur les terrains pour restaurer la paix dans cette province victime de la guerre, dans le but de reprendre possession des entités sous contrôle de rebelles et rétablir la paix. La question au cœur des débats était celle de l'état de siège. Les élus ont exprimé cependant leur inquiétude face à l'inefficacité apparente de cette mesure. En outre, ils ont fait attendre leur vœu de voir la province du Nord Kivu être déclarée province sinistrée afin d'être exemptée de certaines exigences de l'État, mais surtout pour attirer l'attention du monde sur la nécessité d'apporter de l'aide à ses victimes. De son côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, les a rassurés que le gouvernement est déjà en action pour trouver des solutions pour le retour de la paix dans la partie est de son pays. Et pendant ce temps, aux affaires étrangères, une forte délégation japonaise conduite par son ambassadeur en République démocratique du Congo, Ogawa Hidetoshi, a été reçue le mercredi 18 septembre 2024 par la vice-ministre des Affaires étrangères Grace Yamba Kazadi. Au menu de leur discussion, l'engagement du Japon qui se range aux côtés de la République démocratique du Congo pour arrêter la progression de l'épidémie Mpox qui a déjà fait plus de 700 victimes à travers le pays. Patricia Bomolo nous fait les points. Accompagné du représentant de JKRDC, Okichu Kenshi, l'ambassadeur du Japon accrédité en République démocratique du Congo est venu concrétiser cet engagement par la signature d'un protocole d'accord comprenant 2 volets, dont le premier consiste en l'apport d'un lot de 5 millions de doses vaccinales contre la variole du singe. L'hôte japonais a souligné que son pays était engagé pour une coopération de plus en plus fructueuse avec la RDC à travers divers projets pilotés par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, tout en rappelant leur soutien majeur dans le secteur de la santé, notamment par la fourniture des divers matériels à l'Institut national de recherche biomédicale, ainsi que de diverses formations au personnel médical congolais. Le Japon souhaite continuer à se figurer comme un acteur majeur dans le secteur de la santé de la RDC, notamment dans la lutte contre les maladies infectieuses. Pour preuve, nous pouvons citer la construction d'équipements d'INRB, l'envoi des experts japonais en santé auprès du ministère de la Santé publique, et différents stages et formations en faveur des personnels, des experts congolais œuvrant dans ce secteur. Le diplomate a formulé le vœu de voir ce lot acheminé dans les zones les plus reculées et dans les meilleurs délais pour lutter efficacement contre cette crise majeure, tout en soulignant l'importance de cet accord car ayant un impact significatif sur le plan sanitaire et le bien-être de la population congolaise. Pour sa part, la vice-ministre Grace Yamba Kazadi a également salué les 2 volets du dit projet relatif à la construction du centre de judo de la police nationale congolaise interrompu en 2019 suite à la pandémie Covid-19 qui va bénéficier de nouveaux financements. Ce projet essentiel dans le cadre de notre plan national d'immunisation permettra de renforcer les capacités sanitaires de la République démocratique du Congo face à cette épidémie et de protéger durablement la population contre cette maladie. Le second accord que nous venons de signer aujourd'hui porte sur l'amendement du projet de construction du centre de judo de la police nationale congolaise, PNC. Ce projet, lancé en mai 2018, a connu une pause temporaire en raison de la pandémie de la Covid-19. Grâce à la réactivation du financement japonais,
Les travaux reprendront avec l'objectif de finaliser cet important centre d'ici le 30 juin 2025. C'était également une occasion pour la vice-ministre de soulever le point du pont Maréchal à Matadi, fruit de la coopération entre le Japon et la RDC, qui célèbre ses 41 ans, mais nécessite un entretien régulier avant d'exprimer le vœu de la RDC d'explorer des nouveaux projets conformes aux besoins actuels. Et parlons justice. À présent, une réunion d'organisation des États généraux du Conseil supérieur de la magistrature des Dieudonné Kamuleta a eu lieu en séjour avec le ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba. Au sortir de la dite réunion, Constant Mutamba, devant la presse, éclairait l'opinion sur les prétendues indifférences qui existeraient entre lui et le Conseil supérieur de la magistrature. On l'écoute. Donc, il n'y a aucun problème à ce jour entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a aucune contradiction entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. Pour autant que toutes les mesures que le ministre d'État ministre de la Justice prend rentrent dans le cadre de la loi, dans le cadre du droit. Et le Conseil supérieur de la magistrature ne s'y oppose pas du tout. Et nous ne nous opposons pas tous contre ou aux réformes. Nous sommes tous pour les réformes courageuses qui constitueront une thérapie de choc face aux maux qui rongent en fait notre justice en général. Et ceux contre lesquels nous nous attaquons tous, ce sont les réseaux mafieux que l'on retrouve dans tous les secteurs de la vie nationale et qui ont mis à genoux malheureusement notre République. Et nous nous sommes accordés de pouvoir continuer à traquer tous ces réseaux mafieux qui opèrent dans tous les secteurs de la vie nationale, dans l'avocature, dans le huissariat, dans la magistrature, dans la politique et dans bien d'autres secteurs de la vie nationale. Nous devons les démanteler au bien de notre peuple et pour le bien du chef de l'État. Le procureur général près la Cour de cassation est les bras séculiers du ministre de la Justice. C'est ce que dit l'article 70 de la loi sur l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire. Et de ce point de vue, nous sommes en parfaite relation, nous nous concertons et ils exécutent les injonctions que le ministre de la Justice dicte. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, on en parle encore. Poursuite du procès, 2 prisonnières violées lors des événements du 1er au 2 septembre de l'année en cours à ce centre pénitentiaire. Au cours de l'audience du mercredi 18 septembre 2024, le tribunal militaire a renvoyé l'affaire pour les lundis prochains en attendant l'expertise médicale dans ce dossier. Suivez. Quelques jours après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, 2 prévenus continuent d'être présentés devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa-Ngaliema. Ils sont accusés de destruction, incendie volontaire, actes de terrorisme et viol. L'audience de ces jours a été consacrée au réquisitoire du ministère public, malheureusement renvoyé faute de l'expertise médicale et accompagnement psychologique des victimes, a déclaré Maître Liliane Kabouzitou, avocat de victimes. Aujourd'hui, le président a demandé à ce que pour céder afin que la partie civile puisse plaider, il doit avoir d'abord l'expertise médicale et l'accompagnement psychologique des victimes. Étant donné que ces deux éléments ne sont pas dans le dossier, il nous a renvoyé pour le lundi 8 pour continuer notre audience. Pour les avocats de partie civile, un délai de 2 semaines serait suffisant pour permettre aux médecins à bien faire les travaux vu le nombre exorbitant des victimes. Notons que les experts de la MONUSCO, les médecins directeurs de l'hôpital du camp Kokolo et le psychologue de la Lisidel vont examiner ces femmes violées pour une meilleure prise en charge de ces prisonnières.
Parlons du dialogue national proposé par le président des Lécidés, Martin Fayoulou. Les Fronts communs pour les Congo, famille politique de Joseph Kabila, ancien président de la République, s'opposent à ce projet de dialogue. Emmanuel Chedar, secrétaire permanent du PPRD, l'a clairement dit au cours de son échange avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations d'émission de la paix. Et selon lui, cette démarche est une diversion du pouvoir. On l'écoute. Aujourd'hui, la situation est claire. Il y a illégitimité du pouvoir. Ceux qui ont gagné les élections et qui les ont gagnées avec 75%, ils ont un gouvernement, ils ont un parlement, ils ont les provinces, ils ont les territoires et apparemment, tout fonctionne normalement d'après eux. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Qui demande ce dialogue-là? On va dialoguer pourquoi? Mais pourquoi vous ne parlez pas de dialogue avec ceux qui occupent notre territoire national? Aujourd'hui, notre souveraineté est entamée. Pourquoi on ne dialogue pas avec ces gens-là? Parce qu'ils vont donner ce territoire. Ils vont remettre ce territoire au Congo. Vous demandez à l'opposition ici non armée, vous allez dialoguer sur quoi? Si on dit on doit dialoguer, on connaît la personne. Est-ce que la personne respecte les engagements? On nous a parlé de Genève. Est-ce qu'on a respecté les engagements? On nous a parlé de Nairobi. Est-ce qu'on a respecté les engagements? Il y avait la relation FCC-Cash. Est-ce qu'on a respecté ça? À mon avis, c'est une diversion tout simplement pour dire qu'on a appelé les gens là-bas et puis on va changer la constitution pour avoir un autre mandat, tout ça. Et nous, on ne peut pas nous piéger par un dialogue. Le problème, il faut que notre pays trouve son intégrité territoriale. Je l'ai également annoncé au sommaire de ce journal. Un calme apparent règne à Bamako où les habitants sont partagés entre inquiétude et résilience au lendemain d'attaques djihadistes inédites et sur lesquelles persistent de nombreuses interrogations. Des djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque du 17 septembre dernier contre une école des gendarmeries à l'aéroport de la capitale malienne. Suivez. Dans les rues de Bamako, la vie reprend son cours comme si de rien n'était. Les habitudes des Maliens reviennent, malgré l'attaque de mardi revendiquée par Al-Qaïda. L'assaut a été repoussé par la junte au pouvoir, une réactivité qui rassure certains habitants. Nous sommes fiers du travail accompli par les forces de l'ordre. Le travail est satisfaisant et nous en sommes fiers. Mais au-delà de ce discours de complaisance, des interrogations subsistent. Comment les djihadistes sont-ils parvenus à frapper aussi fort ? Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans indique que son attaque a duré 9 heures, fait des centaines de morts et entraîné la destruction de plusieurs avions. Un bilan toutefois contesté par les autorités maliennes. Une partie de la population manifeste quand même son inquiétude. Nous sommes vraiment inquiets. La quiétude nous manque. On n'a juste pas le choix car nous sommes obligés de sortir chercher le repas du jour. Pour moi, il y a une part de négligence de la part des autorités. L'état du pays les oblige à être constamment sur leur garde. Et il faut reconnaître que ce n'est pas une chose nouvelle. La situation dure depuis longtemps. L'attaque porte un coup à l'argumentaire de la junte. Les militaires se vantaient jusqu'ici d'avoir affaibli les groupes terroristes grâce à la création de l'Alliance des États du Sahel il y a 1 an. Les djihadistes prouvent le contraire. Ils affirment par ailleurs avoir agi en représailles aux centaines de massacres contre la population qu'aurait commis la junte au pouvoir. Parlons sport à présent, classement FIFA de ce mois de septembre, mise à jour ce jeudi 19 septembre 2024. Les Léopards de la République démocratique du Congo occupent désormais la 58e place mondiale au classement général et réintègrent les top 10 en Afrique, grâce notamment de ces 2 victoires contre la Guinée et l'Éthiopie lors de 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Suivez. FIFA classement mondial des équipes nationales sur le plan continental Afrique. Le Maroc continue de mener la danse grâce à sa série de victoires réalisées tout au long des dernières trêves internationales. De son côté, l'Argentine, champion du monde en titre, occupe la première place sur le plan mondial. Le Sénégal, champion d'Afrique sortant, a perdu 2 positions dans ce classement mondial des équipes nationales.
pour la première fois que la République démocratique du Congo maintient sa place dans les top 60 mondiaux depuis 2020 et en 6 mois, les Léopards occupent désormais la 58e place mondiale au classement général. Par ailleurs, au classement africain, la République démocratique du Congo réintègre les top 10 grâce notamment à ses 2 victoires contre la Guinée et l'Éthiopie lors de 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les top 10 africains dans ce classement est constitué des équipes suivantes: le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie, le Cameroun, le Mali ainsi que la République démocratique du Congo. Et sachez également que le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé une audience à l'ancien basketteur franco-américain Tony Parker, autrefois star de la NBA, porteur d'un projet d'accompagnement et de promotion du sport. En République démocratique du Congo, devenu promoteur sportif, Tony Parker a affirmé qu'il y a un Congolais dans son académie. Pour sa part, le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu a profité de cette occasion pour présenter au président de la République le projet d'organisation d'un marathon le 30 juin prochain à Kinshasa. Ce journal touche à sa fin, avant tout les rappels des principaux titres. Après un débat tendu entre certains députés de 2 provinces sous état de siège à l'est de la République démocratique du Congo à la plénière de ce jeudi, plusieurs députés nationaux ont voté pour la prorogation de l'état de siège. Le calme est revenu à Bamako après une attaque meurtrière d'Al-Qaïda qui a visé l'école des gendarmeries et une base de l'armée de l'air malienne. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, les Léopards occupent désormais la 58e place mondiale au classement général de la FIFA, mise à jour ce jeudi par l'instance mondiale du football. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.